partout dans le monde, écoutez Radio Afrique Santé, la radio qui fait la différence. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Cotonou, 19h à Calavi et bien évidemment 19h dans les locaux de Radio Afrique Santé. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la tranche informative de la soirée. Au sommaire. Vous aurez le point des dernières avancées des traitements du cancer du poumon. Quelle est la perception de l'homme moderne des femmes qui assurent pleinement leur sexualité? L'élément de réponse est dans ce journal. La campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre a été officiellement lancée hier au Palais des Congrès de la capitale économique. Vous en saurez davantage dans cette édition. Les grandes articulations ainsi présentées, place au développement. À nouveau, bonsoir. Le parti Union progressiste Le Renouveau a affiché sa position par rapport à l'audit annoncé du fichier électoral. C'est à travers un communiqué rendu public quelques heures après avoir reçu à son siège à Cotonou une délégation du cadre de concertation de l'opposition. Dans son communiqué, le parti politique présidé par le professeur Joseph Diogbenou a rejeté toute association avec l'initiative de l'opposition concernant le fichier électoral, affirmant que cela compromettrait sa responsabilité politique et nuirait à l'opposition qui remet en question la confiance en ce dispositif. Il faut dire qu'après les échanges, les responsables de l'UPR ont salué la démarche du cadre de concertation de l'opposition qui marque un signal fort pour une démocratie participative et transparente. Le parti présidé par Joseph Diogbenou a versé ses propositions à la délégation du cadre de concertation de l'opposition. On écoute ici Orden Aladati. Nous les avons écoutés. Il est vrai que le sujet qu'ils ont abordé n'est pas un sujet totalement nouveau pour nous. Nous avons tous suivi à la télé l'audience accordée au Parti Les Démocrates par le chef de l'État. Et nous avons aussi écouté la position du chef de l'État. Le parti Union progressiste, Le Renouveau, a pris acte de l'ouverture donc du chef de l'État à travailler pour une élection transparente et dans la paix. Et c'est suite à cela que nous avons dit à la délégation de la coalition des forces de l'opposition que l'Union progressiste, Le Renouveau, marque cette ouverture-là. Nous avons une ouverture par rapport à toute démarche liée à la transparence donc de la liste qui doit gouverner les prochaines élections dans notre pays et même les élections à venir, mais à condition que cela se fasse dans le cadre de la loi. Et je crois qu'ensemble avec la délégation donc des forces de l'opposition, nous nous sommes entendus sur ça. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement. Donc les choses devraient se faire en fonction du cadre légal en vigueur. Nous nous sommes entendus sur ça. Cette position de principe ayant été marquée, nous avons un autre souci. Nous avons dit que nous n'avons aucun problème de méfiance par rapport au travail qui se fait au niveau de l'ANIT. Bon, sur cette question, c'est évident que nous n'avons pas les mêmes perceptions, l'opposition étant dans son rôle. Et étant entendu d'ailleurs que les forces de l'opposition ont pris l'initiative donc d'aller rencontrer le chef de l'État et ont suggéré une démarche après cela, on serait dit qu'il serait cohérent que l'opposition, les forces de l'opposition gardent la main et donc gardent donc le lead donc de leur initiative et des actions qui vont en découler. Mais c'est sous réserve que tout travail de transparence qui s'inscrit dans le cadre de la légalité républicaine, nous pourrons nous associer pour nos soucis donc de transparence, d'ouverture. De son côté, le cadre de concertation prend acte des réserves de son hôte et entend poursuivre dans sa démarche qui est de prendre langue avec tous les partis politiques afin de parvenir à un audit du fichier électoral. Oui, vous savez que la denrée que tous les Béninois souhaitent acheter aujourd'hui, c'est la paix. Nous sommes résolument inscrits dans cet objectif et entre-temps, le parti Les Démocrates avait rendu une visite
avaient demandé une audience au président de la République et ils ont fait une demande que le président avait acceptée dans la logique de la recherche de la paix par toutes les couches, toutes les forces politiques. Voilà, nous avons travaillé là-dessus et nous avons estimé que le mot consensus est un mot fort de notre Constitution et que notre préoccupation doit être partagée par tous les autres de la classe politique. Nous avons donc entrepris, après avoir rencontré le ministre de la Justice, de faire une large concertation avec tous les partis politiques de l'échiquier béninois pour que ce que nous avons vécu depuis un certain temps soit du passé. Nous nous sommes écoutés. Chacun va se replier pour faire les analyses nécessaires. Dans l'immédiat, non, puisque nous voulons rencontrer tous les autres. Et quand nous allons rencontrer tous les autres partis politiques, du moins ceux qui sont prêts à nous recevoir, nous allons tirer les conclusions et s'il est nécessaire de revenir vers chaque parti, pas l'Union progressiste en particulier. S'il est nécessaire de revenir ou d'initier une rencontre pour faire économie de temps, nous le ferons. La Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT a annoncé par le biais d'un communiqué daté du vendredi 22 novembre 2024 le démarrage imminent des travaux d'aménagement des voiries primaires, secondaires et tertiaires dans le quartier Jacques à Akpakpa, municipalité de Cotonou. Les travaux débuteront officiellement le jeudi 28 novembre 2024. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'amélioration des infrastructures urbaines pour faciliter la mobilité et renforcer les conditions de vie des habitants. Outre Akpakpa, ce sont les habitants de Fidjrosé qui ont le sourire aux lèvres en raison de l'asphaltage de leurs rues. Plus de 134 rues du quartier sont concernées. Et nous sommes tellement contents que bientôt, nous allons rouler sans avoir du sable ni de la poussière. Je suis venu dans ce quartier depuis 1996 et c'était difficile d'accès, totalement difficile d'accès. Et donc, avec le temps, on a essayé de travailler, de temps en temps d'amener des gravats pour pouvoir passer. Mais à chaque saison pluvieuse, c'est un calvaire qu'on vivait. Donc, il faut passer dans l'eau. Si tu n'as pas un véhicule 4x4, c'est difficile pour toi d'accéder à ta maison. Mais aujourd'hui, nous avons vu que le projet d'asphaltage est venu chez nous. Et ce qui a justement encore fait plaisir, c'est que de notre rue Diaco jusqu'à la rue de l'église, je crois que tout est asphalté. Donc il s'agit des rues bitumées, il n'y a pas de rue pavée à l'intérieur. Donc les chaussées seront bitumées et les trottoirs seront pavés. Donc comme vous le constatez, il y a 3 rues qui sont terminées, donc c'est déjà entièrement terminé. Et la chaussée est bitumée, les pavés également sont réalisés sur les trottoirs. Aujourd'hui, tel que vous le voyez, la structure c'est de la GNT, que ce soit en couche de base ou en couche de fondation, nous avons de la grave non traitée et qui vont recevoir très bientôt, courant le mois prochain, le revêtement qui est du béton bitumineux. On parle santé dans cette édition. Les traitements contre le cancer du poumon sont fondés sur le type de cancer, l'ampleur de sa propagation et les antécédents médicaux de la personne. La détection précoce du cancer du poumon peut mener à de meilleurs traitements et résultats. Quelles sont les dernières avancées des traitements du cancer du poumon? Dr David Planchard. Un des cancers les plus fréquents, malheureusement, un des cancers qui tue le plus, principalement lié au tabagisme. On a à peu près 20% des cancers du poumon qui sont chez le non-tabagique. Le but, c'est d'adapter les traitements en fonction de la biologie moléculaire. Pendant très longtemps, on a traité le cancer du poumon avec la chimiothérapie, même chimiothérapie chez tout le monde. Ce qu'on fait maintenant, c'est d'individualiser le traitement personne par personne, c'est-à-dire tumeur par tumeur. Donc l'objectif, c'est des prélèvements, les biopsies, puisqu'on a développé énormément. C'est les biopsies liquides sur lesquelles on analyse les mutations. Et en fonction des mutations, ce qu'on sait aujourd'hui, on va avoir différents types de cancers du poumon, les EGFA mutés, les ALK, les ROS1, les BRAF, les HUR2, les RET et ainsi de suite. Et donc finalement ensuite de pouvoir donner des vraies thérapies ciblées avec un vrai bénéfice en termes de survie chez nos patients de façon à les emmener de plus en plus loin, ce qu'on n'était pas capable de faire avant. La deuxième chose et la deuxième avancée majeure, ça a été l'immunothérapie. On sait que les thérapies ciblées, c'est à peu près 30-40% de nos patients maximum. Malheureusement, 60%, on va dire, ne vont pas bénéficier de thérapies ciblées parce qu'on n'est pas capable de mettre en évidence la cause du cancer chez ces patients. Et à ce moment-là,
on est plutôt sur l'immunothérapie pour lequel on va stimuler le système immunitaire et de nouveau rendre un système immunitaire qui est paralysé par la tumeur, le rendre actif. On a eu pendant plusieurs années l'immunothérapie après la chimiothérapie. Maintenant, ce qui arrive et ce qu'on fait, c'est immunothérapie avant toute chimiothérapie. Et pour ça, de nouveau, on va sélectionner les patients avec un biomarqueur, regarder sur la tumeur, est-ce que globalement, ils ont une protéine qui est élevée ou pas. Si elle est élevée, on va aller sur l'immunothérapie. Si elle est faible, on va rester sur la chimiothérapie. Par contre, ce qui arrive, c'est que potentiellement, chez ces patients-là, avec une faible expression pour lequel on ne va pas commencer l'immunothérapie seule, on va éventuellement maintenant commencer avec chimiothérapie plus immunothérapie. Et à ce moment-là, avec de nouveau un vrai bénéfice. On voit bien que les choses avancent très très vite, mais ce qui reste absolument phare, c'est d'aller regarder tous ces biomarqueurs, encore une fois, en prélevant les patients et encore une fois, en faisant éventuellement des techniques plus simples, qui est la biopsie liquide, sur lequel simplement, par un prélèvement, on a une consultation d'analyse moléculaire biopsie liquide où les patients peuvent venir les lundis matins, se faire prélever et ensuite avoir le résultat des analyses moléculaires simplement sur leur smartphone une dizaine de jours après pour se dire est-ce qu'il y a telle ou telle anomalie moléculaire qui permettrait à ce moment-là de les traiter avec une thérapie ciblée disponible sur le marché ou éventuellement d'être orienté vers les essais thérapeutiques pour lesquels on a énormément de nouvelles drogues qui se développent sur des nouvelles altérations moléculaires. Ça, c'est vraiment la pierre angulaire. Analyser la tumeur de façon simple sur le tissu, sur le liquide simplement avec les prises de sang et puis ces grandes avancées avec l'immunothérapie, ce qui nous permet maintenant d'avoir des patients que l'on suit 3 ans, 4 ans, 5 ans après un diagnostic d'une maladie à un stade avancé, ce qu'on ne faisait pas auparavant où on savait que malheureusement la maladie évoluait dans l'année. Donc on est vraiment en train de changer complètement le pronostic de nos populations et donc il faut vraiment se battre avec nos patients. D'une information à une autre, dans une société patriarcale et surtout dans un contexte africain dans lequel le moule conçu pour la femme la limite dans ses mouvements, une femme qui assume sa sexualité n'est certainement pas très bien vue. Mais que pensent réellement les hommes modernes d'aujourd'hui? Élément de réponse recueilli par Ola Grace Adjé. En général, je crois que tout être humain, peu importe que ce soit une femme ou un homme, doit pouvoir être totalement libre d'assumer sa sexualité. Maintenant, là où le problème se pose pour moi, c'est que simplement il faut éviter la perversité et la vulgarité. Donc, une fois que le fait d'assumer sa sexualité reste dans le cadre intime, dans le cadre conjugal, moi ça me va. Cette question, on n'a pas besoin de deux avis. C'est ça, on aime bien, on va pas arrêter ça. Il y a une loi, un seul avis pour cette question. Ça, c'est ce qu'on aime. Les hommes d'aujourd'hui aiment ça en fait. C'est peut-être au temps de nos parents que c'était un tabou où la femme ne doit pas exprimer ses envies. Mais de nos jours, les hommes aiment ça. Ça permet de pimenter un peu la relation, tu vois. Une fois en passant ça serait intéressant que la femme au moins prenne le devant en fait. La salle bleue du Palais des Congrès a accueilli hier la cérémonie de lancement des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Ola Grace Adjé vous plonge au cœur de cette cérémonie. L'Institut national de la femme INF a officiellement lancé la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre hier au Palais des Congrès de Cotonou. Dans quel contexte s'inscrit cette campagne? Aminata Sarr, représentante du système des Nations Unies. La campagne de cette année intervient à un moment où les crises, conflits et impacts du changement climatique accentuent les déplacements forcés et la vulnérabilité des filles et des femmes. Il devient nécessaire de renforcer la résilience des filles et des femmes au risque de violences basées sur le genre, aussi bien dans l'environnement physique que virtuel, notamment dans le monde digital. Elle n'a pas manqué d'exposer les chiffres estimatifs des filles et des femmes victimes de violences. Entre 2019 et 2023, 29% des femmes âgées de 15 à 49 ans, soit 4 sur 10, ont été victimes de violences conjugales. 27% ont été victimes de violences physiques. Selon les statistiques de 2019 à 2023, du système intégré de données relatives à la famille, la femme et l'enfant nouvelle génération, 29 309 filles et adolescentes ont été victimes de grossesse ou de mariage précoce. Des chiffres qui révèlent des injustices insupportables. De plus, entre 2022 et 2023, 1112 survivantes de violences basées sur le genre ont été recensées dans les 6 centres intégrés de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Le moment culminant de la cérémonie qui s'est tenue dans la salle bleue du Palais des Congrès a été le top donné par la présidente de l'INF, Huguette Bopenya-Kadja. La stagnation du progrès dans le domaine qui est l'objet de notre intérêt ce jour a été inspirée par un ras-le-bol au sujet de la condition d'une grande frange de la population féminine béninoise, à savoir
le sexe féminin. Un ras-le-bol décliné en ras-le-viol, ras le harcèlement sexuel, ras les mariages précoces, ras les discriminations, des plus subtiles aux plus flagrantes, faites aux femmes et aux filles, ras les violences physiques, psychologiques, économiques et autres commises sur elles à raison de leur sexe, ras l'invisibilité des femmes là où on prend les décisions qui engagent les familles, les communautés, la nation. Ras la tolérance observée, jadis, dans certains niveaux étatiques, à l'endroit de cet état de choses. Et finalement, ras l'impunité subséquente, dans une ambiance de règne du patriarcat qui fait le nid de l'insécurité grandissante de la vie quotidienne de milliers de filles, de jeunes filles et de femmes. Nous sommes tous des acteurs clés du changement recherché pour l'avènement d'un Bénin où femmes et hommes, filles et garçons jouissent du même traitement, accèdent aux mêmes droits et se voient offrir les mêmes opportunités. Les statistiques les plus récentes révélées par les uns et les autres nous ont donné l'occasion de constater que nous progressons vers le but fixé. Ces 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre sont l'occasion d'en écrire ensemble un nouveau chapitre dont le titre pourrait être « Briser le silence et reconstruire la dignité » et dont le mot de fait pourrait aussi être « Riposter aujourd'hui, demain, tout le temps et reconstruire maintenant et sans cesse », disaient les invités. Infatigables partenaires, tous ensemble pour restaurer la justice et réparer les blessures. Tous ensemble pour riposter avec force et reconstruire dans la solidarité. C'est sur ces mots que je déclare entamer les 16 jours d'activisme contre les VBJ au Bénin. Des prestations artistiques et des panels ont meublé cette cérémonie de lancement de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre qui est placée cette année sous le thème « Riposter et se reconstruire après les violences ». Lancée hier 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, la campagne mondiale des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre prendra fin le 10 décembre, date retenue pour célébrer la journée internationale des droits de l'homme. Ce journal se poursuit et nous continuons notre marche vers la découverte des subtilités de la dot au milieu bâtonnou. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter un homme partager son expérience personnelle sur sa rencontre avec sa femme Bariba et la procédure qu'il a menée pour demander la main de cette dernière. C'est un élément de Samoui Loukora. J'étais un jour à mon lieu de service quand elle était venue acheter. Donc c'est là que j'ai pris son contact. Comme à l'accoutumée, comme on commence toutes les dragues. Donc j'ai pris son contact et c'est de là qu'on a commencé par s'écrire, par prendre de nos nouvelles. Jusqu'au jour où je suis tombé un peu amoureuse d'elle. Donc c'est comme ça que je l'ai avoué mes sentiments. Et puis bon, on a essayé un truc qui aujourd'hui a abouti à un mariage. Quand j'étais tombé amoureux d'elle, donc j'ai un peu parlé d'elle à mes parents. D'accord? Quand mes parents ont jugé bon, donc c'est eux qui ont commencé au fait les démarches. Donc c'était eux qui s'étaient dirigés, d'accord, dans un premier temps vers celle qui devait nous représenter ou bien celle qui devait recevoir la belle famille, je dirais. Donc c'est un peu ça. Donc c'est mes parents qui ont commencé d'abord les démarches. Mes parents sont partis vers sa grande-maman. Donc c'est elle qui nous a finalement dit comment les choses devaient se passer et puis on a essayé de suivre la procédure. Bien avant que je n'en parle à mes parents, donc j'ai essayé d'étudier un peu, d'accord, la moralité de ma femme et en plus étudier également sa famille, je dirais. Ma dot, c'était mes parents qui l'ont apporté. D'accord, ils l'ont apporté chez ses parents. La dot, il y a plusieurs étapes. Donc la première partie de la dot, c'était mes tantes qui l'ont apporté. Donc la deuxième partie, d'accord, c'était mes soeurs et ma marade qui l'ont apporté. C'était sa grand-maman parce que c'était la grand-maman seule qui était un temps soit peu entre griffes, la personne la plus âgée de la famille. Donc c'était elle qui a reçu la dot avant d'informer les autres membres de la famille. Comme je le disais tantôt, il y a, disons, 3 niveaux, d'accord, de dot. La première, c'était une petite dot. Donc dans le milieu Bariba, on appelle ça dot pour draguer la femme. Donc c'était une dot composée de cola et un montant de 2000 francs. Donc c'est ça, on envoie d'abord dans un petit bol. On envoie ça. C'est après ça maintenant, s'ils ont accepté, ils vont vider les colas et l'argent qui sont dans le bol. Et on vous envoie maintenant et le bol seul. Quand c'est reçu, on vous demande maintenant d'envoyer la grande dot. Donc j'ai envoyé un ensemble de cola et une somme de 40 000 pour la deuxième dot. Le troisième dot, c'était un ensemble composé de cola, de l'argent également et des tenues, valises, tenues, de tout ce que pouvait porter une femme. En Afrique, lorsqu'on prend une femme en mariage, on
On adopte également sa famille et on se rend responsable du bien-être et de l'épanouissement des membres de cette famille d'adoption. Mais cela prédispose-t-il les hommes à subvenir à tous les besoins de ces derniers? Jusqu'à quel stade un homme doit-il se sentir concerné par les dépenses de sa belle famille? C'est une préoccupation adressée aux citoyens béninois à suivre dans cet extrait. On n'a pas besoin de subvenir nécessairement aux besoins de sa belle famille. C'est vrai, en tant qu'aide, on peut apporter de temps en temps ce qui est en notre capacité, mais ça ne devrait pas être une obligation. On peut les aider du mieux qu'on peut, mais ça ne doit pas devenir par exemple une subvention mensuelle ou bien un versement mensuel obligatoire. L'homme a épousé une fille venant de notre famille, mais il n'a pas épousé la famille de la fille en question. Maintenant, l'homme qui, lui, se réveille et se bat au quotidien et cherche à s'en sortir doit déjà penser à lui, à sa famille proche, sa mère, son père, ses frères et sœurs, si possible, et sa femme et ses enfants. Maintenant, l'homme, s'il veut bien, peut souvent aider la belle famille, peut s'il est généreux et s'il a les moyens et l'énergie, les ressources nécessaires, il peut très bien venir en aide à sa famille, à sa belle famille. Mais cela ne signifie pas qu'il a le devoir de subvenir aux besoins de sa belle famille. Cela ne se passe pas, je pense que cela ne doit pas du tout se passer. Il peut peut-être venir en aide à sa belle famille, mais pas subvenir aux besoins de sa belle famille. Ce n'est pas une obligation de subvenir aux besoins de sa belle famille. Quand on épouse votre fille, ce n'est pas toute votre famille que l'homme a épousé. Je ne crois pas qu'un homme pourra prendre la responsabilité sur lui d'épouser une quelconque femme. Quand on épouse une femme, ce n'est pas sa belle famille, que sa belle famille entière que l'on épouse. Du coup, je ne vois pas où est l'obligation là pour l'homme de subvenir aux besoins de sa belle famille. Certes, il est libre de le faire quand il le veut. Et bien, ce n'est presque nulle part qu'il faut obligatoirement subvenir aux besoins de sa belle famille. Si tel est le cas, gardez votre fille tranquille. Des nouvelles hors de nos frontières à présent, et c'est avec Ola Grace Adje. Au Mali, écran noir depuis ce mardi matin sur Joliba TV. La chaîne privée a cessé d'émettre sa licence, lui ayant été retirée par la haute autorité de la communication AC après une émission au cours de laquelle des propos doutant de la véracité d'un supposé coup d'État déjoué au Burkina Faso. Mais la maison de la presse, qui regroupe toutes les organisations de journalistes du Mali, a tenté la veille une médiation de la dernière chance auprès de la AC, laquelle a promis une réponse rapide. Les journalistes de Joliba et de tout le Mali qui dénoncent cette grave atteinte à la liberté d'expression et au pluralisme des médias gardent donc espoir que les autorités de transition reviennent sur cette décision qui a également suscité l'indignation de la quasi-totalité des partis politiques maliens. Pour rappel, l'auteur des propos polémiques, Issa Kaou Ndjim, est en prison depuis plus de 2 semaines et sera jugé en février prochain pour offense commise publiquement envers un chef d'État étranger. En Libye, une brigade militaire opérant dans le désert dit avoir intercepté lundi 300 personnes qui s'apprêtaient à traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Selon le communiqué et les images relayées sur les réseaux sociaux, Brigade 444 ajoute multiplier les efforts pour lutter contre les passeurs accusés de trafic d'êtres humains. Les arrestations de migrants sont rarement signalées en Libye où des milliers de personnes sont détenues dans des centres de rétention aux conditions de vie souvent dénoncées. En juillet, l'ONU a révélé l'existence de fausses communes dans le désert libyen et a appelé à l'ouverture d'enquêtes pour documenter ces faits. Sans réponse de la part des autorités libyennes, Volker Turk, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a souligné que les proches des victimes avaient le droit de connaître la vérité. Il a également affirmé que la responsabilité d'enquêter sur ces crimes incombe aux autorités libyennes. Le traité international d'interdiction des mines peine à être appliqué 25 ans après son adoption. Constat du secrétaire général des Nations Unies. Antonio Guterres a affirmé lundi que plusieurs parties signataires de ce traité ont repris l'utilisation des mines antipersonnelles alors que d'autres n'ont toujours pas détruit ces engins. C'était à l'ouverture lundi au Cambodge du 5e examen du traité sur les mines, aussi connu sous le nom de traité d'Ottawa. Le patron de l'ONU a sollicité des États le respect de leurs obligations en la matière. Des pays
pays comme les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Sud et la Russie sont toujours en marge de cette initiative, entrée pourtant en vigueur depuis 1999. Selon l'Observatoire des mines, plus de 5000 personnes ont été tuées ou blessées par des mines terrestres et des munitions non explosées l'année dernière, principalement des civils, dont un tiers d'enfants. L'Observatoire précise par ailleurs que la Russie avait utilisé des mines antipersonnelles de manière intensive en Ukraine et qu'il y a tout juste une semaine, les États-Unis qui ont fourni à l'Ukraine des mines anti-chars tout au long de la guerre ont annoncé qu'ils commenceraient à fournir à Kiev des mines antipersonnelles pour tenter de ralentir la progression de la Russie sur le champ de bataille. Le football africain entre dans une nouvelle dimension avec le coup d'envoi de la phase de groupe de la Ligue des champions CAF Total Energy. Cette édition 2024-2025 s'annonce riche en émotions et en rebondissements avec 16 formations venues des 4 coins du continent prêtes à en découdre. Dès ce mardi, les regards seront tournés vers les pelouses africaines où se disputeront les premiers matchs de cette compétition phare. Les amoureux du ballon rond auront l'occasion d'assister à des confrontations entre des clubs historiques et de nouvelles pépites du football africain. Parmi les favoris, on retrouve les habitués de la compétition, tels qu'Al Ahly d'Égypte, le club le plus titré de l'histoire de la compétition, avec 12 couronnes, le tout-puissant Mazembe de la RD Congo, ou encore le Raja du Casablanca du Maroc. Ces équipes expérimentées devront cependant se méfier des outsiders comme le Maniema Union FC qui dispute sa toute première phase de groupe de la Ligue des champions CAF. Cette phase de groupe qui s'étalera sur 2 mois sera disputée selon un format éprouvé. Les 16 équipes engagées seront réparties en 4 groupes de 4. À l'issue de cette phase, les 2 premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale. Les prochaines semaines s'annoncent donc passionnantes. Les supporters africains et du monde entier sont invités à suivre de près cette édition 2024-2025 de la Ligue des champions CAF Total Energy. Suspense, émotion et exploits sportifs seront au rendez-vous. Voilà qui marque la fin de ce journal. Parfait Afodéou a assuré la mise en ligne et Ola Grâce Adiel la réalisation. Devant ce micro, je suis Carmen Rodéou. Bonsoir chez vous. Radio Afrique Santé. Merci les auditeurs. Merci. Continuez à prendre soin de votre santé. Merci les auditeurs. Merci et faites attention à vous. Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité.